Alors donc je vais parler de la météorologie spatiale dans l'environnement spatial de la Terre et plus spécifiquement, et un des phénomènes les plus intéressants concerne bien sûr les aurores. Alors comme on l'a vu la semaine passée, c'est le Soleil qui est à l'origine donc des aurores et en particulier les particules émises par le Soleil. Donc là vous avez une belle protubérance. Et donc ces particules sont envoyées dans l'espace et viennent peupler l'espace interplanétaire. Quand elles arrivent à proximité de la Terre, eh bien nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre. Et en particulier lorsque le champ magnétique solaire est dirigé vers le sud, eh bien à ce moment-là, les particules vont être déviées vers les régions polaires et c'est ce qui va donc causer les phénomènes auroraux. Donc c'est lumière visible dans les régions de haute latitude. Et donc ici vous avez quelques exemples d'aurores qui montrent bien que le phénomène n'est pas statique. Bon, ici on a un peu accéléré pour montrer le mouvement. Et donc vous voyez que ces lumières ont différentes formes. Donc il s'agit ici d'aurores qu'on appelle des aurores discrètes parce qu'elles sont justement bien structurées. Elles ont des formes de voiles, de raies, de bandes, par opposition donc aux aurores diffuses qui sont plus alors des lumières un peu diffuses dans le lointain. Vous voyez aussi que les aurores ont différentes couleurs, avec le vert qui domine généralement, mais aussi du rouge, du mauve. Cela dépend en fait des différents gaz qui sont excités. Mais donc commençons par le Soleil lui-même. Donc le Soleil c'est notre étoile et il tire son énergie des mécanismes de fusion qui ont lieu au cœur du Soleil, où règne une température de 15 millions de degrés. Et ces réactions de fusion transforment donc de l'hydrogène, donc 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium. Et la différence de masse entre ces 4 protons et le noyau d'hélium donc se transforme en énergie selon la fameuse équation d'Einstein, E égale mc². Et le Soleil, donc, n'émet pas seulement un rayonnement électromagnétique, donc c'est-à-dire de la lumière, mais il émet également en permanence des particules. Donc, c'est ce qui forme donc le vent solaire, principalement des électrons et des protons, qui vont donc interagir avec les différentes planètes et les corps célestes donc présents dans l'environnement spatial. Et dans l'héliosphère. Donc la première indication de la présence de vent solaire, une des premières indications, est venue des comètes. Donc les comètes, ce sont des corps formés de gaz gelés. Et en s'approchant du Soleil, ces gaz, donc la comète va fondre. Donc les gaz vont se mettre à fondre, et créant donc une chevelure autour du noyau, mais aussi 2 queues différentes. Une première queue formée de poussière qui apparaît ici en blanc et qui va suivre à peu près la trajectoire de la comète. Et une deuxième queue, ici la queue de plasma qui apparaît ici en bleu et qui est formée en fait de particules chargées électriquement sous l'effet du rayonnement ultraviolet du Soleil et qui va donc s'aligner avec le champ magnétique interplanétaire, donc transporté par ces particules du vent solaire. Donc cette queue est toujours en direction opposée au Soleil et la queue donc de poussière et la queue de plasma peuvent former un angle parfois plus grand que 90 degrés. Et donc pour explorer, donc ça a été la première indication de la présence de vent solaire par Biermann et Hofmeister en 1943. Et depuis lors, évidemment, on a pu envoyer différentes sondes spatiales. Donc le premier satellite, c'était le Sputnik en 1957. Mais donc depuis, on a envoyé plein de satellites pour explorer l'environnement spatial autour de la Terre, mais aussi le vent solaire lui-même. Et en particulier donc la sonde de SOHO qui se trouve au point de Lagrange d'équilibre entre l'attraction gravitationnelle du Soleil et l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc de cette façon, SOHO se trouve en équilibre et ne doit pas être en orbite autour de la Terre, il peut observer le Soleil en permanence. Une autre sonde très importante qui a été envoyée dans les années 90, c'est la sonde Ulysse, qui a pour la première fois quitté le plan de l'éclipse et qui a pu survoler les régions polaires du Soleil.
Donc voici ici un film de SOHO, donc montrant le Soleil qui tourne donc sur lui-même en 27 jours, comme on l'a vu la semaine passée, et où on voit en particulier donc ici ces régions brillantes qui sont souvent à la base des éruptions solaires. Et donc Ulysse en particulier, donc en quittant le plan de l'écliptique, a mis en évidence que le vent solaire émis par les régions polaires du Soleil était assez différent du vent solaire que l'on a généralement donc à proximité de la Terre, et donc qui est plutôt émis dans le plan équatorial, en tout cas lors du minimum d'activité solaire. Donc en minimum d'activité solaire, on a des trous coronaux, donc qui sont les régions sombres ici qui apparaissent dans les régions polaires du Soleil, parce que la température y est un peu moins haute que dans les autres régions de la couronne. Et de ces régions est issu un vent solaire qui a une vitesse en moyenne de 800 km par seconde, donc très rapide, mais une densité très faible, environ 3 protons par centimètre cube au voisinage de la Terre. Par contre, dans les régions équatoriales, on a un vent plus lent et plus variable en fait, donc en moyenne 400 km par seconde et environ 10 protons par centimètre cube. Donc ça, c'était lors de la première orbite de Ulysse. Donc on voit ce vent solaire rapide ici issu des régions polaires et le vent plus lent issu des régions équatoriales. Et ça, c'était donc lors de la première orbite, lorsque on était en minimum d'activité solaire. Par contre, lors de la seconde orbite, lorsqu'on était plus en maximum d'activité solaire, eh bien, le champ magnétique était beaucoup plus perturbé. Et on voit que les vents solaires rapides étaient également issus de régions de toutes les latitudes, et les trous coronaux peuvent également à ce moment-là être à toutes les latitudes. Ulysse a d'ailleurs fait une troisième orbite où on retrouve donc en minimum d'activité solaire les mêmes caractéristiques que la première orbite. Alors le vent solaire est composé donc un peu comme le Soleil lui-même, donc principalement d'hydrogène, donc de noyaux d'hydrogène, des protons ionisés. Et des noyaux donc à 92%, et des noyaux d'hélium, donc issus des processus de fusion. Et puis vous avez également quelques ions plus lourds qui sont présents uniquement sous forme de traces, mais qui sont très intéressants à étudier parce qu'ils sont très hautement ionisés, donc du fait des hautes températures qui règnent dans la couronne. Et donc, du fait qu'ils ont différentes masses et différentes charges, ils répondent différemment aux champs magnétiques et aux champs électriques et aux champs gravitationnels. Donc, ils nous renseignent sur les mécanismes d'accélération de ce vent solaire. Donc, pourquoi ces vitesses sont tellement élevées. Évidemment, ces vitesses sont justement élevées et ces particules arrivent à s'échapper du Soleil, qui est très massif, à cause de cette très haute température qui règne dans la couronne. Donc, typiquement une température de 1 million de degrés. Alors que, donc, comme on l'a vu la semaine passée, donc la photosphère, c'est-à-dire la surface du Soleil, n'est qu'à une température d'environ 6000 degrés, et dans la chromosphère, la température commence à augmenter pour atteindre donc ces températures très élevées. Et donc ce vent solaire va peupler donc tout l'espace interplanétaire et interagir avec les différentes planètes, les différentes sondes spatiales que l'on envoie dans l'espace. Et c'est ce qu'on appelle donc cette région où le vent solaire est dominant, s'appelle l'héliosphère. Et au moment où on va atteindre une densité similaire à celle des particules interstellaires, eh bien, on atteint à ce moment-là l'héliopause, c'est-à-dire la limite de l'héliosphère. Et justement, la sonde Voyager 1, qui a été envoyée dans les années 70, eh bien, elle a atteint l'année passée donc la limite de l'héliopause. Et elle nous envoie encore toujours régulièrement des signaux, et elle a pu donc atteindre cette limite qui se trouve à environ 100 unités astronomiques, c'est-à-dire 100 fois la distance Terre-Soleil. Donc, venons-en maintenant à ce qui se passe quand ce vent solaire arrive à proximité de la Terre. Donc, nous allons être protégés par le champ magnétique terrestre, et ce champ magnétique va être perturbé en particulier lorsque on a une éruption spécifique dans la direction de la Terre. Donc, d'où provient ce champ magnétique
terrestre, eh bien, il est créé dans le noyau liquide. Donc, dans le noyau de la Terre, vous avez la graine qui est solide et tout autour, donc une partie liquide du noyau qui, sous l'effet de la rotation de la Terre, va générer ce champ magnétique parce qu'il contient des roches métallisées. Donc, sous l'effet de la rotation, ça fait créer un effet dynamo qui crée un champ magnétique qui est quasiment dipolaire, c'est-à-dire comme si on avait un barreau aimanté à l'intérieur de la Terre, donnant donc des lignes de champ comme ceci. À noter que l'axe du dipôle ne correspond pas exactement avec l'axe de rotation de la Terre. Donc, le pôle magnétique n'est pas exactement le pôle géographique. Il est situé à 1700 km en fait, du pôle nord géographique, dans l'Arctique canadien. Et il bouge également légèrement avec le temps. Et en particulier, justement, les pôles magnétiques s'inversent et se sont inversés dans le passé. Donc, comme le champ magnétique solaire donc a ses polarités qui s'inversent tous les 11 ans, eh bien, c'est arrivé également pour la Terre que les polarités du champ magnétique s'inversent, mais sans avoir une régularité comme pour le Soleil. Et donc, comment est-ce qu'on a découvert le fait qu'il y avait des inversions du pôle magnétique? Eh bien, c'est Macedonio Melloni qui, en 1850, a étudié les laves issues des volcans. Donc, il s'est aperçu que les polarités des différentes couches de lave n'étaient pas toujours les mêmes parce qu'en fait, au moment de l'éruption, les roches vont acquérir l'aimantation correspondant au champ magnétique au moment de l'éruption. Donc en se refroidissant, il garde cette polarité qui est soit donc normale, c'est-à-dire polarité dans la même direction qu'actuellement, ou une polarité inverse, donc lorsque le champ magnétique était avec des polarités inversées. Donc comme on peut dater ces différentes couches, eh bien, on peut retourner dans le passé et déterminer quand le champ magnétique était inverse ou de polarité normale. La dernière grande inversion a eu lieu il y a 780 000 ans. Donc le champ magnétique est quasiment dipolaire quand on est proche de la Terre, bien qu'il y ait aussi l'aimantation de la croûte terrestre qui va un peu perturber ce champ magnétique dipolaire, mais surtout à grande distance, le champ magnétique terrestre va être donc comprimé du côté jour, c'est-à-dire du côté du Soleil, du fait de la présence du vent solaire, et au contraire, les lignes de champ vont s'étirer très longuement dans la direction opposée, donc du côté nuit. Donc typiquement, du côté jour, la limite de la magnétosphère, donc cette région où le champ magnétique de la Terre est dominant, la limite se trouve à environ 10 rayons terrestres, mais elle se rapproche donc sous la pression du vent solaire lorsque le flux est plus important. Mais la plupart donc, du flux du vent solaire est dévié ici le long de la magnétopause, donc la limite de la magnétosphère. Et donc ça va créer une onde de choc, un peu comme quand un bateau traverse l'océan. Donc vous avez le long des flancs du bateau une onde de choc. Et donc le plasma du vent solaire va être alors perturbé et former donc la magnétogène. Néanmoins, certaines particules du vent solaire vont réussir à pénétrer, en particulier ici dans ce qu'on appelle les cornets polaires, donc qui séparent les lignes de champ du côté jour et du côté nuit. Et puis, certaines particules vont aussi réussir à pénétrer par l'arrière. Et en particulier, donc, ce sont les particules de la couche de plasma, ici du feuillet de plasma, qui vont être accélérées le long des lignes de champ pour générer les aurores donc, présentes aux hautes latitudes. On distingue également d'autres régions dont je vais parler un petit peu après, donc en particulier la plasmasphère et les ceintures de radiation, donc qui sont des particules piégées dans le champ magnétique de la Terre. Mais donc, venons-en aux aurores proprement dites. Donc, les aurores se produisent lorsque l'activité solaire est un peu plus élevée. Et donc, le champ magnétique va être perturbé. En particulier, donc, ces particules du feuillet de plasma, ici du côté nuit, vont être accélérées le long des lignes de champ et être injectées dans l'atmosphère de la Terre, le long d'un ovale auroral, donc ce que
situés typiquement entre 65 et 75 degrés de latitude magnétique. Et donc, vu depuis l'espace, on voit donc cet ovale auroral, donc qui est particulièrement brillant du côté nuit. Donc, sur Terre, on voit donc ces fameuses aurores. Donc ici, une photo qui a été prise par notre équipe à Tromsø en Norvège. Donc ici, vous voyez également que ça peut prendre différentes formes, des bandes, des rayons, différentes couleurs, et que ça bouge avec le temps. Alors, depuis l'espace, on voit très bien l'ovale auroral. Et donc ici, observé par le satellite Polar. Et ici, donc, les aurores vues depuis la Terre. Donc, en fait, il n'y a pas un ovale auroral uniquement dans l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère sud. Donc, on parle d'aurores boréales quand elles sont dans l'hémisphère nord, d'aurores australes dans l'hémisphère sud. Mais on entend généralement plus parler des aurores boréales, tout simplement parce que l'ovale auroral se situe dans l'hémisphère nord, au-dessus de l'Alaska, du Canada et de la Scandinavie. Donc des régions qui sont habitées et où il y a plus de gens pour les observer. Mais il y a les mêmes aurores apparaissent aussi dans l'hémisphère sud, mais là, c'est au-dessus de l'Antarctique, donc il y a moins de personnes pour les observer. Mais en général, vu qu'elles sont issues de la même région du feuillet de plasma, ce sont des images conjuguées, donc on observe les mêmes en même temps. Et lorsque l'activité est faible, à ce moment-là, l'ovale auroral est toujours présent, mais il est très fin et très ténu. Et c'est seulement lorsque l'activité devient plus modérée et plus importante que l'ovale auroral s'élargit, en particulier du côté nuit, et devient plus brillante. Et alors de belles aurores sont observées aux hautes latitudes. Et il peut arriver aussi que l'on puisse en voir aux plus basses latitudes, parce que lorsqu'il y a une éruption solaire dirigée vers la Terre, le champ magnétique va être fortement perturbé, et à ce moment-là, des orages magnétiques vont faire que l'ovale auroral va s'élargir et descendre en latitude, de sorte qu'on peut voir des aurores aussi à des latitudes moins élevées, par exemple aux latitudes de la Belgique. Donc ça se produit généralement plutôt en maximum d'activité solaire, donc ici par exemple en juillet 2000, puisqu'on avait un maximum d'activité en 2000 et 2001. Donc ici on peut voir l'ovale auroral et comment il évolue avec le temps. Donc il est toujours plus brillant et plus large du côté nuit que du côté jour, et vous voyez donc comment il s'intensifie lorsque on a des orages. Ici, un exemple d'orage, un exemple d'aurore observée en Belgique en octobre 2001, suite à une éruption que le Soleil, où le Soleil a éjecté donc de la matière dans la direction de la Terre. Donc les particules circulant donc à environ 600 à 800 km par seconde, eh bien elles mettent environ 2 jours pour arriver. Et elles ont créé des aurores donc visibles dans toute l'Europe et en particulier en Belgique. Vous pouvez voir des lumières verdâtres et rougeâtres qu'on a pu voir donc lors de cette période. Donc c'est assez rare de pouvoir en voir en Belgique, mais typiquement 2 ou 3 fois tous les cycles de 11 ans. Donc généralement en maximum d'activité solaire, et lorsqu'il n'y a pas de nuages, parce qu'évidemment ces aurores se produisent à haute altitude, donc typiquement entre 100 et 250 km d'altitude, là où la densité des particules est suffisamment faible pour que des lumières puissent être émises par les particules. Pour faire simple, typiquement au-dessus de 200 km d'altitude, ce sont les atomes d'oxygène qui vont émettre les lumières rouges, donc suite à l'excitation qu'ils vont ressentir suite à ces électrons injectés dans l'atmosphère. Donc en se désexcitant, ils vont émettre ces lumières rougeâtres. Entre 100 et 200 km d'altitude, les électrons vont ioniser des atomes d'azote qui vont émettre alors de la lumière bleue. Mais surtout, ils vont émettre alors un électron secondaire qui, lui, donc des électrons secondaires qui, eux, vont exciter les atomes d'oxygène, et ce sont ces atomes d'oxygène qui émettent les lumières vertes qui sont généralement dominantes dans les aurores.
Et si les électrons sont suffisamment énergétiques, ils peuvent même atteindre une altitude inférieure à 100 km, et c'est alors des molécules d'azote qui vont être excitées et émettre des lumières plutôt donc rose-mauve. Donc il y a un lien évident entre le cycle d'activité solaire, donc vous vous souvenez du cycle de 11 ans, où le nombre de taches solaires augmente, et donc lorsque l'activité est élevée, on a plus de chances aussi d'observer des aurores. Donc c'est un lien qui avait déjà été observé fortement dans le passé. Et on voit effectivement que le nombre d'aurores visibles dans l'hémisphère nord ici est bien corrélé avec le maximum d'activité solaire, donc maximum qui a eu lieu, qui est donc maintenant 2013-2014. Alors les aurores ne se produisent pas uniquement sur la Terre, mais aussi sur les autres planètes, en tout cas celles qui ont un champ magnétique interne, en particulier les planètes géantes. Ici par exemple les aurores sur Saturne. Donc l'atmosphère est complètement différente, il s'agit d'hydrogène et d'hélium, mais on retrouve donc ces ovales auroraux. Et à noter que le mécanisme est alors aussi plus complexe parce que la magnétosphère contient aussi les anneaux de Saturne ainsi que tous les satellites. Et en particulier, ces satellites vont également avoir un effet. Donc par exemple ici, l'ovale auroral sur Jupiter, et vous pouvez voir qu'en plus de l'ovale auroral, on peut voir des points lumineux ici correspondant aux satellites de la planète, donc par exemple ici pour Io, Ganymède et Europa. Donc ce sont donc des interactions avec ces particules. Donc par exemple pour Io, il est un volcanisme très actif sur Io, donc des particules sont émises dans l'espace. Et ces particules, quand elles sont chargées, vont circuler le long des lignes de champ et donc de nouveau être injectées dans l'atmosphère, donc d'où ces points spécifiques pour les autres planètes qui ont des satellites. Alors donc, donc revenons à la Terre, lorsque le vent solaire est dévié le long de la magnétopause, ça va créer des courants parce que les électrons et les protons vont être déviés dans des sens opposés. Donc ça crée en particulier le courant de la magnétopause ici, qui se referme ici dans la couche neutre de courant, donc séparant les deux lobes des deux hémisphères. Et puis vous avez donc un autre courant qui est celui, donc le courant de Birkeland, donc lié à l'accélération des particules du feuillet de plasma injecté donc dans l'atmosphère le long de l'ovale auroral. Et puis un troisième courant qui est le courant annulaire, donc les particules circulent dans l'équateur du Soleil et créent donc un courant, le courant annulaire, qui va créer une décroissance du champ magnétique observé à la surface de la Terre. Donc c'est ainsi qu'on peut, depuis les stations à la surface de la Terre, déterminer qu'il y a un orage magnétique, donc il y a une perturbation du champ magnétique lorsque ce courant annulaire s'intensifie. Donc à ce moment-là, le champ magnétique, l'intensité du champ magnétique mesurée décroît, et donc différents indices ont été créés pour déterminer l'intensité justement de cette perturbation. Le plus ancien indice est l'indice de Bartels, créé en 1939. Donc il est basé sur les mesures de 13 stations situées principalement dans l'hémisphère nord. Vous avez l'indice DST qui indique plus lorsqu'il y a des orages, donc situé plus par des stations à l'équateur. L'indice auroral électrojet, donc qui va plus concerner des stations aux latitudes aurorales et qui va déterminer lorsqu'il y a des perturbations plus liées aux aurores, et une station au pôle également. Donc vous pouvez voir ici un exemple d'orage magnétique. Donc suite à un accroissement de densité du vent solaire et de la vitesse du vent solaire, eh bien vous pouvez voir qu'on a donc effectivement cette décroissance de l'intensité du champ magnétique, une augmentation au contraire de l'indice de Bartels, et souvent associé à la perturbation aussi donc un champ magnétique interplanétaire, donc le champ magnétique solaire dirigé vers le sud. Et c'est souvent ce qui va se passer pour les aurores.
Donc on distingue deux grandes sortes de perturbations. D'une part, les orages magnétiques, ça c'est vraiment dû à une éruption solaire importante en direction de la Terre. C'est une perturbation qui dure plusieurs jours et qui va principalement donc affecter le courant annulaire à l'équateur. Donc on observe alors une forte décroissance de l'indice DST. Les sous-orages magnétiques, eux, concernent plutôt des perturbations uniquement au niveau auroral. Donc il suffit d'un vent solaire un peu plus rapide, pas forcément issu d'une éruption, mais simplement d'un trou coronal par exemple, et d'un champ magnétique interplanétaire dirigé vers le sud, pour qu'on ait un phénomène de reconnexion ici dans la direction du Soleil et ici dans la queue de la magnétosphère, et pour donc accélérer ces particules le long des lignes de champ, et ce phénomène dure en général plutôt quelques heures. Alors donc ça c'est pour les aurores. Venons-en maintenant à d'autres régions de la magnétosphère qui sont aussi perturbées lors de ces orages, et commençons en particulier par les ceintures de radiation de Van Allen. Donc ce sont des zones peuplées de particules très très énergétiques et qui sont donc dangereuses pour les particules, mais il y a aussi les particules de la plasmasphère, donc ici en provenance de l'ionosphère, donc particules moins énergétiques. Et ces particules donc restent piégées dans le champ magnétique de la Terre parce qu'elles ont un mouvement qu'on peut décomposer en 3 mouvements superposés. Donc d'une part un mouvement de gyration le long de la ligne de champ, puis un mouvement d'oscillation entre 2 points miroirs entre les 2 hémisphères. Donc ce mouvement d'oscillation fait que la particule est réfléchie par la force magnétique, et si son point de réflexion, donc qu'on appelle le point miroir, est situé à une altitude suffisamment élevée, donc la particule va pouvoir rester piégée pendant de nombreuses années. Au contraire, si son point miroir est situé trop bas dans l'atmosphère, donc elle va rentrer en collision avec l'atmosphère et être perdue. Et puis on a un mouvement de dérive azimutale, donc pour les particules énergétiques des ceintures de Van Allen, c'est vers l'est pour les électrons et vers l'ouest pour les protons. Donc c'est ce qui va créer donc ce courant annulaire dont on a parlé juste avant. Donc ces ceintures de radiation ont été découvertes par James Van Allen en 1958, donc au tout début de l'ère spatiale. Donc le premier satellite américain s'appelait Explorer 1, et ils avaient eu l'idée de placer sur ce satellite un compteur Geiger pour étudier les rayons cosmiques, donc les particules énergétiques, et ils se sont rapidement aperçus que l'instrument saturait tellement il y avait de particules très énergétiques. Donc directement ils se sont aperçus que c'était des particules très dangereuses pour les missions spatiales. Donc on distingue 2 grandes ceintures. Donc d'une part la ceinture des protons, qui se limite à environ 3-4 rayons terrestres, mais qui contient des protons très très énergétiques, jusqu'à plus de 500 millions d'électronvolts. Donc ce sont des particules vraiment dangereuses pour les missions spatiales. Et puis on a la ceinture des électrons. La ceinture des électrons, elle se sépare en une ceinture interne ici, puis une région où les flux sont plus bas, qu'on appelle la région de slot, et puis ici la ceinture externe, donc ceinture externe qui est très très variable avec le temps, donc elle va être vraiment fortement affectée par les orages magnétiques, et donc, mais c'est principalement des électrons, donc de 10 keV jusqu'à 5 millions d'électronvolts, et elle s'étend jusqu'à une dizaine de rayons terrestres. Et donc, nous avons donc à l'Institut d'aéronomie spatiale développé un instrument, un détecteur spécifique pour mesurer ces particules de haute énergie qui s'appelle l'Energetic Particle Telescope. Et cet instrument a été lancé l'année passée sur le satellite de l'ESA PROBA-V, qui observe également la végétation de la Terre. Et ce satellite orbite à une altitude de 820 km d'altitude et mesure spécifiquement non seulement les électrons et les protons, mais aussi les particules alpha, c'est-à-dire les ions d'hélium fortement ionisés. Donc ici, vous pouvez voir un exemple de d'observation de l'instrument. Donc on peut voir en particulier que les flux sont très importants donc aux hautes latitudes,
ici. Donc suite à la pénétration de la ceinture externe aux basses altitudes, donc 820 km, mais aussi vous pouvez voir que les flux sont importants au-dessus de l'Atlantique Sud et de l'Amérique du Sud. Donc c'est suite en fait au décentrage du dipôle magnétique. Donc le centre du dipôle magnétique ne correspond pas exactement au centre de la Terre, et donc de ce fait, le champ magnétique est particulièrement faible dans ces régions au-dessus de l'Atlantique Sud, ce qui fait que les protons et les électrons peuvent pénétrer plus bas dans l'atmosphère, et donc les flux sont particulièrement élevés là, alors qu'au contraire, dans l'hémisphère nord, vous pouvez voir que les flux sont au contraire moins élevés, puisque les particules sont perdues en général dans l'hémisphère sud. Et donc on a développé différents modèles basés sur ces observations et d'anciennes observations également, de telle façon qu'on peut prédire le long de l'orbite d'un satellite les flux qu'il va rencontrer. Donc ici, pour les protons, on a uniquement des flux élevés dans l'anomalie sud-atlantique, donc au-dessus de l'Atlantique Sud et de l'Amérique du Sud, vu que la ceinture externe ne comprend pratiquement aucun proton, sauf lorsqu'il y a des événements très énergétiques du Soleil. Alors à ce moment-là, des protons sont injectés aussi aux hautes latitudes. Donc ces particules des ceintures de Van Allen sont problématiques parce qu'elles peuvent endommager en particulier les cellules photoélectriques des panneaux solaires. Également, ça c'est plus pour les protons. Les électrons, eux, étant très mobiles, ils créent des décharges électriques qui vont affecter les composants électroniques des satellites et créer des signaux parasites et des courts-circuits. Également, les orages magnétiques peuvent créer une expansion de l'atmosphère qui va modifier les orbites des satellites à basse altitude, par exemple. D'où l'importance de pouvoir mesurer et prédire cette météorologie spatiale proche de la Terre. Donc, ces particules énergétiques, en particulier les protons des ceintures de radiation, sont également comme des radiations nucléaires, donc ils peuvent créer des cancers et sont donc particulièrement dangereux pour les astronautes, surtout lorsqu'ils sont en dehors de leur vaisseau. Donc à l'intérieur, on a mis des protections des écrans pour les protéger, mais donc ces particules énergétiques peuvent casser les cellules et donc créer des cancers. Donc c'est bien sûr les doses de radiation auxquelles les astronautes sont exposés sont mesurées pour éviter ce genre de problème. Donc dernière région dont je vais vous parler maintenant, la plasmasphère. Donc la plasmasphère, c'est une région qui se situe au même endroit que les ceintures de Van Allen, mais qui sont peuplées de particules faiblement énergétiques, donc en provenance de l'ionosphère de la Terre. Donc ces particules ne sont pas dangereuses pour les satellites ou pour les astronautes, mais par contre, elles sont beaucoup plus abondantes. La densité des particules, et c'est principalement des particules de faible énergie. Donc, elles sont issues de l'ionosphère, donc les particules deviennent ionisées sous l'influence du rayonnement ultraviolet du Soleil, et puis circulent donc le long des lignes de champ, formant donc la plasmasphère. Donc, typiquement, l'énergie, c'est 1 électron-volt par rapport à l'énergie de plusieurs millions d'électron-volts des ceintures de Van Allen. Mais cette région est fortement dynamique. En particulier, donc, la position de la plasmapause, c'est-à-dire la limite de la plasmasphère, où la densité décroît très rapidement. Donc, cette région est en corrotation avec la Terre, et donc la plasmapause correspond à la région où la corrotation n'existe plus. Et vous voyez en particulier que lorsque l'activité géomagnétique s'intensifie, eh bien, vous avez la plasmapause qui se rapproche de la Terre, et vous avez également création d'une plume ici. Donc ici, c'est un modèle que nous avons développé à l'Institut. Donc cette région de la plasmasphère, on peut l'observer par le satellite IMAGE qui détecte les ions d'hélium situés donc dans cette plasmasphère. Et on voit très bien donc la zone bleue donc qui est la plasmapause qui correspond à la limite. On voit ici également l'ovale auroral.
Donc, ce satellite envoyé dans les années 2000 a permis de bien observer cette région de la plasmasphère et en particulier de voir qu'elle est fortement étendue donc, dans le plan équatorial, ici donc une vue depuis le pôle Nord. Donc elle est fortement étendue jusqu'à 5-6 rayons terrestres lorsque l'activité est faible. Au contraire, quand l'activité est élevée, la plasmapause se rapproche de la Terre, elle est beaucoup plus abrupte et vous voyez aussi la création d'une plume dans le secteur du SOAR qui tourne avec la Terre. Et puis d'autres structures ont été également observées comme 2 plumes par exemple. Donc ici, on a particulièrement donc étudié les interactions entre cette plasmasphère et donc plasmasphère en bleu ici et les ceintures de radiation de Van Allen en rouge, donc les 2 ceintures électroniques à l'aide du satellite Cluster. Et on a pu mettre en évidence avec ces observations que la plasmapause correspond au bord externe de la ceinture de radiation lorsque l'activité est faible et au contraire au bord interne lorsque l'activité est plus élevée. Et donc, c'est un petit film qui a été réalisé par l'ESA suite à nos différents travaux. Et donc, vous pouvez voir que donc, ces éruptions solaires et la météo spatiale est vraiment très importante parce qu'elle va affecter différentes régions de la magnétosphère, donc va former des aurores, mais aussi des perturbations au niveau donc, de la plasmasphère, des ceintures de radiation, et également dans l'ionosphère. Donc, ce qui va éventuellement créer des problèmes au niveau des communications, des radiocommunications, également des courants au niveau de l'ionosphère qui peuvent affecter les passagers des avions, etc. Et donc ça, c'est ce que mon collègue, donc Nicolas Bergeau de l'Observatoire, va vous expliquer plus en détail.